Je vais présenter effectivement une communication autour de la question des inégalités. Je vais m'appuyer sur cela, sur deux types de sources. Les sources statistiques qui sont en notre possession, produites par l'INSEE de Mayotte, et puis des sources davantage ethnographiques, puisque on a mené un travail d'enquête pendant 3 ans, entre 2012 et 2015, financé par l'ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche, qui portait justement sur la mise en œuvre des politiques publiques liées à la départementalisation. Et donc c'était un programme ANR intitulé Inégalité, inégalité, singulier et pluriel. Et l'intérêt de ce programme, c'était justement de voir en quoi la départementalisation remodelait, reconfigurait les inégalités, en partie pouvait peut-être agir contre, mais en produisait de nouvelles. Donc je vais essayer de dresser un tableau rapide justement sur la construction sociale des inégalités aujourd'hui à Mayotte, avec quelques indicateurs déjà. L'INSEE avait publié quelque chose sur La Réunion il y a quelques années en disant que c'était un département hors norme. Alors La Réunion a peut-être cédé la première place à Mayotte aujourd'hui, qui est un département hors norme, qui est clairement le département français, le plus jeune avec 50% de sa population qui a moins de 17 ans, le plus pauvre, le plus inégalitaire, le plus touché par le chômage, alors peut-être pas au niveau des indicateurs du BIT, j'y reviendrai, et le plus touché également par l'échec scolaire et l'immigration irrégulière. Pour l'heure, les quelques politiques sociales mises en œuvre à la suite de la départementalisation ne sont pas à la hauteur, loin de là, des enjeux que ces situations soulèvent, et peut-être aussi des attentes de la population vis-à-vis d'une départementalisation qui a été réclamée depuis plus de 40 ans, et donc les attentes étaient particulièrement importantes. On en a un petit peu parlé ce matin, quand on disait que que la départementalisation avait été réclamée, donc aujourd'hui il fallait faire avec. La population n'a pas forcément pris la teneur, en tout cas du sens anthropologique de ce qu'était l'intégration républicaine. Et c'est ce qu'on a essayé, nous, un petit peu d'observer là, à travers une méthode donc ethnographique, c'est-à-dire observation, entretien, récit de vie, pour aussi interroger la population sur son rapport à la départementalisation. Et il y a quelques événements récents, si je prends le dur et long mouvement social de 2011, le mouvement plus récent qui réclamait l'égalité réelle tout de suite, l'accroissement depuis une dizaine d'années d'actes délinquants, déviants à Mayotte, la forte émigration mahoraise. On parle souvent de l'immigration à Mayotte, mais l'émigration, c'est-à-dire les natifs, ou enfin en tout cas les personnes résidant à Mayotte qui quittent l'île, est encore plus importante que l'immigration. Entre les recensements de 2002 et de 2012, c'est 1/5 de la population mahoraise qui a émigré. Imaginez ça en métropole, 1/5 des métropolitains qui quittent l'Hexagone, on en entendrait forcément parler. Donc ça pose des questions justement sur les inégalités, ce qui se construit, ce qui ne se construit pas à Mayotte. Donc je présenterai ça en 3 points. Quelques données assez rapides sur la mise en œuvre de la départementalisation et de sa logique assimilationniste, et là d'intervenir de manière transitoire justement entre des considérations juridiques ce matin et des considérations économiques cet après-midi. C'est parfait en ce sens où, à travers le droit ou la transformation de l'économie, on transforme une société dans tous les sens du terme. Et on a parlé un peu du droit coutumier ce matin. Évidemment que l'organisation sociale de la société mahoraise était en grande partie aussi fondée, appuyée sur des éléments de droit ou des éléments d'économie, des éléments de croyance. On ne va pas parler ici d'animisme ou de la religion musulmane, mais ce sont aussi des piliers de l'organisation sociale. Donc il y a un changement social extrêmement important. Je dresserai ensuite un tableau rapide des inégalités avec un focus sur 3 groupes sociaux particulièrement affectés par ces inégalités, que sont les jeunes, les étrangers et les femmes. Et je ferai un dernier point à partir d'enquêtes de terrain que moi j'ai réalisées là-bas sur la mise en œuvre du premier minimum social qui est le RSA, qui a été mis en œuvre à partir de 2012, qui est censé lutter justement contre la pauvreté. Donc je parlerai un petit peu des premiers effets. Donc acté le 31 mars 2011, la départementalisation effective de Mayotte au sens d'une égalité de droit avec la France métropolitaine prendra en réalité plusieurs années, voire plusieurs décennies, suivant en cela ce qui a déjà été observé dans les autres départements d'outre-mer.
Alors, il y a effectivement des considérations budgétaires qui peuvent être avancées, et puis surtout des transformations institutionnelles de première importance. Parmi les chantiers importants à mener, il y a notamment les politiques éducatives, dans une société où 50% de la population est âgée de moins de 17 ans. L'enjeu des politiques éducatives est particulièrement important, ou encore au recensement de 2012, on a un habitant sur 3 parmi les plus de 15 ans qui n'a jamais été scolarisé, contre 2% en métropole, et encore un jeune sur 5 parmi les moins de 30 ans. On a vraiment commencé à mettre de l'argent dans les politiques éducatives dans les années 90, dans les années 2000, à travers notamment la construction d'établissements, dans le primaire, dans le secondaire. On commence à en sentir les effets avec l'accroissement du nombre de bacheliers notamment, mais il y a encore des efforts à soutenir. D'une part, compte tenu de l'accroissement démographique, on en parlait ce midi en mangeant, si vous construisez une école, elle est aussitôt remplie, il faut en construire une deuxième, une troisième, etc. Ce qui a obligé d'ailleurs le rectorat à instituer ce qu'on appelle le système de la rotation à Mayotte, qui est unique en son genre. Des élèves viennent à l'école le matin, d'autres viennent l'après-midi. On dit les élèves rotent là-bas, c'est devenu un verbe. On a d'autres problématiques spécifiques qu'on a connues dans d'autres sociétés outre-mer. C'est sur la question de la langue. Les élèves découvrent les apprentissages scolaires en français, donc dans une langue seconde. Les deux langues parlées localement, le shimoré et le kibushi, donc ne font pas partie des modes d'apprentissage. Selon les évaluations réalisées au niveau national auprès des élèves de CM2, 21% des jeunes mahorais avaient en 2011 de bons et solides acquis en français, contre une moyenne de 74% à l'échelle nationale. Au dernier recensement, on compte ainsi 71% de la population âgée de 15 ans et plus qui n'a pas de diplôme qualifiant, c'est-à-dire de niveau supérieur au diplôme national, du brevet ou au certificat d'études primaires. Donc il y a eu un rattrapage progressif et même impressionnant. Quand on regarde la part des bacheliers dans une génération, elle est passée de 17% en 2002 à 49% en 2012. Donc c'est effectivement une croissance très importante, mais on note aussi de grandes difficultés dans l'enseignement supérieur. Alors moi, je suis enseignant dans une université métropolitaine où il y a justement de plus en plus d'étudiants mahorais qui arrivent dans les premières années de licence et qui interpellent le corps enseignant sur des difficultés rencontrées par cette population étudiante. Un chiffre nous avait été fourni en 2012. 92% des étudiants en L1, étudiants mahorais, étaient en échec au bout de la première année. C'est un chiffre du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à Mayotte. Donc des enjeux d'abord en termes de politique éducative. On note ensuite un développement économique exogène, ce qui a aussi été observé dans les Outre-mer en général. Ce qui s'observe à Mayotte, quand on a un peu étudié notamment la Réunion ou les Antilles, on voit venir un peu des mêmes modèles. C'est une économie qui est largement portée par les emplois publics et du coup par le secteur tertiaire. Ça représente 83% des emplois. Plus de la moitié sont des emplois publics. Des emplois occupés pour l'essentiel par des métropolitains, notamment dans l'éducation, l'hôpital, l'administration, ainsi que par une fraction diplômée de la population mahoraise qu'on retrouve davantage dans les collectivités territoriales, communes et conseils départementaux. De fait, la moitié des emplois de l'île est concentrée dans le chef-lieu Mamoudzou, loin devant Koungou, 7% des emplois, et Dzaoudzi, 6%. En ce sens, la géographie sociale reflète bien la sociologie et l'économie de la départementalisation, laquelle participe d'une reconfiguration à la fois sociale et spatiale des inégalités. À l'ombre de cette société et de cette économie urbaine, subsiste une société rurale marquée par l'importance du chômage et de la pluriactivité, dont une bonne part s'exerce sous la forme du travail non déclaré, en particulier dans l'agriculture, les BTP, les taxis et les services domestiques, qui peuvent constituer pour le coup la seule ressource économique pour en particulier les étrangers en situation irrégulière. Le taux de chômage au sens du recensement de la population dépasse les 36% en 2012. Alors, je ne vais pas aller dans les définitions. Un recensement, c'est le chômage au sens déclaratif. On déclare qu'on est chômeur et les critères du BIT sont un peu plus exigeants. Au sens du BIT, le chômage est à 19,5% en 2013. Des chiffres à considérer avec prudence.
tant les critères arrêtés par le BIT ne sont pas forcément appropriés pour décrire la société mahoraise, où le salariat en est assez balbutiement. On a à côté de cela, donc là on a plus une société duale d'un point de vue économique, on a une économie moderne, tertiaire qui se développe, mais dont seule une frange de la population peut finalement y prétendre, et puis une économie un peu traditionnelle, agraire, etc. À côté de cela, on a une faiblesse des revenus de transfert, les revenus de transfert qui ont justement vocation à réduire des inégalités contenues dans un marché du travail qui peut lui-même être inégalitaire. Là, les quelques droits introduits depuis les années 2000, allocation familiale, assurance maladie, assurance vieillesse, assurance chômage, allocation adulte handicapé et RSA, se caractérisent par des critères d'éligibilité singuliers et des montants minorés par rapport à ceux en vigueur en métropole et dans les autres DOM. Donc là, sur l'ensemble des prestations de la branche famille qui existent au niveau national, on en a seulement 5 qui sont servies à Mayotte, et il y a seulement l'allocation de rentrée scolaire qui est désormais appliquée à taux plein. Soucieux de connecter les droits aux réalités économiques et démographiques de la société locale, l'État a initialement estimé la durée de rattrapage à 20 ou 25 ans. Là, on était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un horizon qui a été ramené à 15 ans, 2025, sous la présidence Hollande. Parallèlement à cela, donc, il y a évidemment tout le travail complexe de transformation des institutions locales. Donc ça, je vais vraiment pas y revenir parce qu'il y a eu les interventions des juristes ce matin qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Mais évidemment, c'est un long chantier, la révision de l'état civil, la mise en œuvre du droit commun, le rôle et le statut des cadis qui a été effectivement complètement transformé. Mais tout ça pour dire qu'on a effectivement un changement, quand je disais tout à l'heure qu'à travers le droit, à travers l'économie, on a affaire finalement à un changement social de première importance, ce qu'on appelle des fois en sociologie un fait social total, c'est-à-dire que la société est en train de se réorganiser complètement, et ça a un coût culturel de première importance. Sophie Blanchy, dans un papier en 2002, mais je pense que c'est relativement d'actualité, nous disait, donc Sophie Blanchy, qui est anthropologue, qui est vraiment la spécialiste de Mayotte et des Comores plus largement, nous disait « Le choix de la France et du développement économique a un coût d'ordre culturel. Il se fait sentir dans des domaines qui sont au fondement de l'identité, le statut personnel et le droit de la famille, le statut foncier, la relation à la terre, la place de la religion dans la structuration de l'espace social, la langue, la mémoire collective. La renonciation au droit local, malgré les avantages qu'elle présente pour les femmes, est comprise comme un abandon de l'identité mahoraise. Les Mahorais ne font pas mystère en privé de leur désir de conserver leur manière de vivre, malgré leur attachement à la France, une contradiction profonde qui n'est pas assumée. » C'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Il y a vraiment un entre-deux. On parle souvent d'entre-deux culturel à Mayotte. Au sens sociologique du terme, on peut parler d'un entre-deux institutionnel, c'est-à-dire il y a des institutions traditionnelles qui étaient le droit coutumier, mais qui sont aussi tout simplement les règles sociales, les coutumes, les mœurs, etc. Et puis on a les nouvelles institutions à travers la départementalisation, le droit aussi, mais aussi tout ce qui relève de l'école et de ces nouvelles règles. Et on a une combinaison qui n'est pas encore totalement parfaite, ou en tout cas assumée de ces deux types d'institutions. Donc sur la question des inégalités, donc on a effectivement un tableau très contrasté, avec une situation de chômage de masse d'un côté et de l'autre, une absence relative de revenus de transfert. On a évidemment des inégalités très importantes. L'enquête budget des familles de l'INSEE réalisée en 2011 montre que les individus les plus modestes, qui appartiennent au premier décile, ont des revenus 14 fois inférieurs à ceux des individus les plus aisés, contre un rapport égal à 3,7 en métropole. Donc la société mahoraise est 4 fois plus inégalitaire que la société métropolitaine. À la même époque et selon la même source, 84% des Mahorais se situent en dessous du seuil de pauvreté nationale. On a 3 groupes sociaux particulièrement affectés par la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. Ce sont les étrangers, en situation régulière ou irrégulière, les femmes et les jeunes. Bon, les étrangers, c'est pareil, on en a un petit peu parlé ce matin. Déjà, du point de vue du droit, on comprend pourquoi ils sont en situation difficile, parce que la non-obtention de la citoyenneté française fait qu'on n'a pas tous les droits, et déjà que les droits peuvent être minorés pour la population mahoraise. Donc les étrangers se retrouvent évidemment dans des situations économiques
plus difficile. Là, je vais peut-être davantage parler des jeunes qui subissent d'une part la pression démographique, hein, c'est-à-dire qu'on a 4000 jeunes qui sortent tous les ans du système scolaire pour seulement 2000 offres d'emploi. Donc on a un taux de chômage des 15-29 ans qui atteint les 55% en 2012. On a aussi un manque de moyens pour avoir fait un peu de terrain auprès de la mission locale de Mayotte. On a environ un conseiller pour 600 jeunes à Mayotte, contre en moyenne un conseiller pour 130 jeunes en métropole. Donc on a un déficit, si vous voulez, des structures d'insertion, d'éducation, d'animation, des MJC qui existent mais sont sans moyens, etc. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un substrat important sur lequel se construit la déviance ou la délinquance qui est largement remarquée depuis une dizaine d'années de la jeunesse mahoraise. Ils savent très bien nous dire effectivement qu'il y a très peu de moyens alloués à cette jeunesse et que du coup ça peut expliquer cela. Et enfin sur les femmes, et là je vais un peu parler du RSA, puisque les femmes sont quasiment 2 fois plus au chômage que les hommes. Hein. Le taux de chômage des femmes est de 47% contre 28% pour les hommes. Et elles représentent assez logiquement les 3/4 des allocataires du RSA. Donc le RSA qui a été mis en œuvre au 1er janvier 2012 et qui était très attendu localement. Hein. On avait fait toute une publicité autour du RSA et de l'allongement de la piste de l'aéroport. C'était dans la campagne présidentielle de 2012. Et donc il y avait un peu cette idée que, hein, comme on dit là-bas, le mariziki, hein, qui est un peu le revenu providentiel, allait arriver dans toutes les maisons. Et donc il y avait des attentes très fortes. Et il y a la déception qui est arrivée assez tôt. La CAF estimait qu'on pouvait tabler entre 13 000 et 18 000 allocataires fin 2012. Fin 2012, on en compte un peu moins de 2600, voilà, quasiment 5 fois moins. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, d'une part, le RSA était d'abord à 25% du RSA métropolitain. Donc c'est une allocation différentielle qui fait que il y a tout un tas de familles qui, parce qu'elles bénéficiaient déjà d'allocations familiales, n'ont pas pu prétendre au RSA. Ensuite, on est passé donc, voilà, de 2600 à fin juin 2012. Le RSA a été revalorisé à 37% au fin décembre 2013 et à 50% en 2014. Là, les dernières données que j'ai en ma possession, qui sont de juin 2016, donc relativement récentes, on est à 6 365 allocataires. Donc on est quand même loin encore des 13 000, 18 000 escomptés. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on étudie un peu le non-droit ou le non-recours, c'est qu'il y a tout un tas de contraintes administratives, culturelles, hein, qui expliquent ce non-droit ou ce non-recours. D'une part, la lourdeur des pièces administratives pour une population en partie non francophone, peu habituée aux usages et procédures publiques. Hein. Certaines populations qu'on a pu interroger ont pu être relativement choquées par une espèce de voyeurisme social de l'administration. Ici, ce sont les agents de la CAF qui, pour une ouverture de droit, pénètrent la sphère familiale qui est culturellement perçue comme une sphère intime. Et donc, il y a eu une espèce de voyeurisme social qui a pu être difficilement perçu. Et donc beaucoup de familles qui sont venues faire la demande en sont reparties déçues, interloquées, choquées, etc., de ne pas pouvoir bénéficier du RSA. Un chiffre à lui seul traduit les attentes et la déception. On compte autant de personnes qui sont venues faire la demande du RSA en janvier 2012, 6 457, que sur les 11 mois suivants, 6 673. Donc il y a eu une espèce de déception et de découragement collectif assez rapide. Il y a d'autres règles aussi relatives, on va dire, peut-être à la culture, notamment la place de la femme. On parlait de la polygamie tout à l'heure. Bon, les couples polygames avant 2005, hein, c'est interdit depuis 2005, mais si vous avez un mariage polygame avant 2005, on ne vous demande pas de divorcer. Donc vous êtes encore considéré comme un mariage polygame. Bon, si vous êtes deuxième épouse d'un mari polygame, quand vous faites une demande de RSA, on va prendre en considération les revenus du mari comme si vous étiez sa seule épouse. Et on ne va pas diviser les revenus. Donc on a aussi tout un tas de non-recours ou de non-droits à cause de ces principes. Donc on me demande de conclure, mais ça tombe bien, j'arrive à la conclusion. On peut dire que 5 ans après son accession au statut de département et région d'outre-mer, Mayotte demeure donc le département français le plus pauvre, le plus inégalitaire et le plus touché par le chômage. Et donc que les quelques politiques sociales mises en œuvre
à la suite de la départementalisation, ne répondent pas encore pour l'instant à ces enjeux. C'est aussi ce qui explique, en guise d'ouverture, la forte émigration mahoraise vers la métropole et La Réunion. Vous connaissez bien aussi cette problématique à La Réunion, au cours des 20 dernières années. Une migration qui concerne prioritairement et respectivement les jeunes en poursuite d'études et ou de recherche d'emploi, et les femmes en quête d'une plus grande autonomie juridique et économique permise par le bénéfice à La Réunion ou dans les autres départements de prestations sociales et familiales inexistantes et ou minorées à Mayotte. Au final, on remarque que ce sont aussi les groupes sociaux les plus affectés par le chômage et les inégalités à Mayotte qui font le choix de chercher avec les pieds ce qui peine à se construire localement, d'où l'intérêt d'observer plus avant la construction des politiques sociales locales à destination de ces publics, sinon d'en encourager leur mise en place dans un double souci d'égalité nationale et de cohésion sociale. Merci. 40 secondes.